Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odyssée TCG. Aujourd'hui, une vidéo qui va servir d'introduction à un nouveau format qui s'appellera Focus, qui est un format que je vais essayer de tenir jusqu'au championnat de France, dont le but va être de vous présenter brièvement certains archétypes qui sont peut-être un peu plus méconnus que les archétypes méta actuels, et qui ont une chance d'être représentés, si ce n'est partiellement, en championnat de France. Pour seulement que vous ne soyez pas totalement perdu au moment où vous allez les affronter, mais aussi de pouvoir balayer ensemble les différentes forces ou les différentes faiblesses de ces archétypes. Cette vidéo va donc servir de présentation, mais non exhaustive. Le but, ça va pas être de vous montrer tous les one-card combos très forts que peut faire le deck, mais plus de se focus sur les petites forces que ces decks vont pouvoir exploiter, et voir avec quoi ils vont pouvoir aussi se mélanger. On va commencer par un petit balayage de ce que peut faire Ogdoadik. Alors, ce qui est important de savoir dans Ogdoadik, c'est qu'on va à chaque fois retrouver des paires, des jumeaux, et dans chaque paire, il y aura un Dark et un Lumière. Donc on va d'abord retrouver Noya Nunu, Zoa Flogos, Curse et Alert qui sont nos premiers level 8, Amunesia et Aaron qui sont nos deux autres level 8, et Ogdoadis et Nephilabis. On va commencer par les plus importants, Nunu et Noya. Pourquoi c'est les plus importants ? Parce que tout simplement, ça va être des monstres qui vont nous permettre, en les défaussant depuis notre main au cimetière, d'envoyer un attribut opposé au cimetière. Donc si on défausse le light, on envoie un dark reptile depuis notre deck au cimetière. Si on défausse le dark, on envoie un light reptile depuis notre deck au cimetière. Ils ont tous les deux un autre effet, qui est également très intéressant. Nunu va se réinvoquer spécialement depuis le cimetière si on ne contrôle aucun monstre ou qu'on contrôle un Ogdoadik. On n'est pas obligé de contrôler que des Ogdoadiks, mais si on en contrôle au moins un, on peut le réinvoquer depuis le cimetière. Après, s'il se réinvoque par son effet, tant qu'il est là, on est lock en reptile, et il sera banni lorsqu'il requittera le terrain. Mais souvent, on va faire des Xyz avec, donc il sera rarement banni. Noya, quant à lui, va, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, aller chercher une carte magie piège de l'archétype. Donc les deux, souvent, ça va être les deux magies qui sont ici, mais on les présentera juste après. Voilà pour ces deux monstres-là. On les veut souvent x3 à chacun dans une decklist. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu nos starters Ogdoadik entre grands guillemets. Nos deux autres monstres niveau 4 sont vraiment beaucoup moins intéressants, puisqu'ils ont des mécaniques un peu particulières une fois qu'ils sont envoyés au cimetière. En fait, ils vont faire du plus à votre adversaire. Zoa va faire piocher des cartes à votre adversaire, en fait. Donc, c'est pas des monstres inintéressants, surtout Zoa, parce qu'il est ténèbres. Donc, lorsqu'il va être envoyé avec Nunu, je vais vous montrer un combo après. Nunu va pas de l'envoyer lui, donc ça... et ensuite lui va pouvoir revenir. Donc, je vous montrerai une petite loupe après, capable d'exploiter Zoa. Mais voilà, c'est vraiment des monstres pas hyper intéressants, assez dangereux d'utilisation. Personnellement, Flogos, je le considérerais jamais dans une decklist. Zoa, pourquoi pas en x1. Voilà. Ensuite, on retrouve nos deux premiers monstres de niveau 8, Curse et Alert. Donc là, deux monstres très puissants, en particulier Curse. Donc ils ont tous les deux la même méthode d'invocation quand ils sont dans notre cimetière. On va pouvoir sacrifier un monstre reptile qu'on contrôle pour les réinvoquer. Sachant que lorsque vous déclarez l'effet, il sacrifie en coup. Assez intéressant, avec les Mitsurugi, vous pourrez facilement le comprendre. Curse, lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir cibler un Ogdoadik de niveau 4 ou moins dans notre cimetière et l'invoquer spécialement sur notre terrain. Mais le monstre sera ensuite banni lorsqu'il requittera le terrain. Donc vraiment plutôt pas mal, notamment avec le Noya qui va du coup pouvoir s'envoyer au cimetière pour envoyer Curse. Et là, si on a un autre monstre reptile à invoquer, on peut pouvoir invoquer Curse qui réinvoquera Noya, qui ira nous chercher des cartes magie. Donc vraiment, Curse, meilleur monstre du deck, je pense, qu'on veut quand même jouer que x1 parce que ça reste une brique en main. Mais cependant, important à savoir, très dangereux à utiliser en go second, puisque lorsqu'il active son effet pour se réinvoquer, votre adversaire peut réinvoquer un monstre depuis son cimetière. Donc quand même à utiliser avec précaution en go second. Alerte quant à lui, donc à la même méthode d'invocation, votre adversaire en résolution peut récupérer une carte de son cimetière et la rajouter à sa main, et lui va nous permettre de cibler des monstres bannis et de les remettre dans notre cimetière. Donc, situationnel, moi perso, pareil, lui je le considérerais pas trop dans une decklist, à moins que ce soit pour des combos très particuliers où vous voulez l'exploiter. Moi, comme j'ai voulu partir sur des decklists un peu génériques, voilà, je ne l'ai pas considéré dans ma decklist. En fin de vidéo, je vous mettrai un petit screen d'une decklist que j'ai joué un petit peu, que j'aime bien. Ensuite, on retrouve Amunesia et Aaron, donc le roi et la reine.
Ces monstres-là, je les trouve parfaitement inutiles, mais ça vaut quand même le coup de se pencher un petit peu dessus. Tout ça, alors, inutile parce qu'en fait, j'estime que leur coût d'invocation est beaucoup trop lourde, puisqu'ils se réinvoquent depuis le cimetière en sacrifiant 2 monstres. Et après, ils ont des interactions plutôt intéressantes, on va dire, pendant le tour adverse, où en fait, le roi va nous permettre d'enlever des cartes de la main adverse et de tuto des monstres lumière reptile, lumière ou ténèbres reptiles. Et la reine va nous permettre d'envoyer des cartes contrôlées par de l'adversaire au cimetière et d'invoquer des monstres lumière, ténèbres reptiles. Donc en soi, les interactions sont pas inintéressantes, mais moi j'estime leur coût d'invocation vraiment trop important par rapport à ce qu'ils apportent concrètement sur un terrain. On préférera aller chercher des monstres comme Curse qui sont quand même beaucoup plus simples à invoquer et qui ont un impact quand même beaucoup plus important sur un terrain. Mais voilà, encore une fois, ces monstres-là peuvent s'inclure dans des combos spécifiques. Donc pour des combos divers et variés, je vous invite à vous renseigner de votre côté, mais en tout cas, voilà. On finit du coup avec nos 2 monstres de niveau 10, que moi personnellement je joue, du coup. Donc on va d'abord avoir Nephilabis, qui va être très intéressant pendant notre tour, parce qu'il va nous permettre de ramener n'importe quel monstre depuis notre cimetière, si lui-même a été invoqué depuis le cimetière. Donc voilà, il peut aussi se réinvoquer depuis le cimetière en sacrifiant 3 monstres sur notre terrain. Ça, en général, on le fera jamais. On va le réinvoquer via un autre biais que je vais vous présenter juste après, qui est la Water Lily. Mais donc voilà, la carte est assez intéressante, notamment pour aller récupérer notre 2e monstre de niveau 10, qui est donc Ogdo Abyss. Et lui va aussi avoir un effet intéressant, mais cette fois-ci, lui, pendant le tour adverse, puisqu'en effet rapide, il va permettre de raser le board, d'envoyer en fait tous les monstres sur le terrain au cimetière, sauf les monstres qui ont été réinvoqués depuis le cimetière. Donc encore une fois, ça peut être intéressant, sachant que dans nos Mitsurugi, on a un rituel qui permet de réinvoquer des monstres reptiles depuis le cimetière, et que nos monstres rituels se réinvoquent aussi, eux, depuis le cimetière, donc eux ne vont pas être affectés par l'effet d'Ogdo Abyss. Donc lui peut aussi se réinvoquer en sacrifiant 3 sur le terrain, on le fera jamais, enfin ou alors très peu en tout cas. Et Nephilabis, lui, je l'ai pas dit, mais en gros lui peut se réinvoquer quand il est dans le cimetière, lorsqu'un monstre est envoyé depuis notre deck ou notre main à notre cimetière. Mais en fait après ça on est lock en reptile. Donc pareil, ça peut être intéressant mais très très situationnel parce que le board de fin ne comporte pas vraiment de reptiles. En tout cas, les monstres qu'on va faire pour exploiter ces 2 cartes là ne sont pas reptiles, donc souvent lui va nous mettre des locks un peu pénibles. Et donc on va retrouver enfin nos 2 magies. On va retrouver donc l'Aube Ogdoadique, qui est selon moi la meilleure carte du deck, puisque c'est une magie rapide qui va nous permettre de sacrifier un monstre reptile en coup. Donc je dis bien sacrifier. Encore une fois, intéressant pour nos monstres Mitsurugi. Puis d'invoquer, pour tous les 2 niveaux du monstre qu'on a sacrifié, un jeton. Donc je sais rien, mettons, j'invoque normalement Noya, je déclare effet pour tuto une magie piège. Mon adversaire chaîne une perme, je peux chaîne Aube Ogdoadique pour le sacrifier. Mon effet va se résoudre au cimetière, et comme mon monstre est de niveau 4, eh ben, je vais avoir 2 jetons qui vont apparaître sur le terrain. Sachant que Aube n'est pas obligée d'invoquer tous les jetons qu'elle peut invoquer. Par exemple, là je vais sacrifier un monstre de niveau 4, je peux invoquer 2 jetons. Mais si j'ai envie d'en invoquer qu'un, ou si je ne peux en invoquer qu'un, pas à cause de la place que j'ai qui me reste sur le board par exemple, bah j'en invoquerai qu'un seul. Donc vraiment, carte extrêmement intéressante qu'on va souvent aller chercher. Moi j'aime bien dans une loot que je vous montrerai après pour aller quasiment toujours avoir accès à nos Mitsurugi. Et donc la deuxième qu'on va jouer en x1 en général, moi je l'avais estimé peut-être en x2, mais x1 c'est largement suffisant. C'est donc Water Lily, qui elle va nous permettre d'envoyer n'importe quel monstre reptile depuis notre deck au cimetière. Et en résolution, si on a 5 reptiles au cimetière ou plus, on peut en invoquer un. Donc là, assez intéressant, même si on veut avoir par exemple accès à nos Mitsurugi, et qu'on a eu accès que à du Ogdo Abyss depuis le début du combo, on peut l'activer, envoyer par exemple un Sagi au cimetière qui est un reptile, et le réinvoquer en résolution. Du coup là, ça nous donnera accès à nos Mitsurugi. Donc voilà qui est tout pour les Ogdoadiques. On va donc maintenant passer aux Mitsurugi. Donc comme je vous l'ai dit, je vais le balayer un peu plus rapidement parce que les cartes sont un peu plus connues. Ici aussi, ce qui est chouette, c'est qu'on va également retrouver des packages de binômes, donc qui vont être assez similaires d'utilisation. Donc évidemment, d'abord Sagi et Kusanagi, ensuite Ameno et Futsu.
et nos deux magies pièges, magie rapide et piège, et notre magie rituelle. Il y a quand même 2-3 petites choses à savoir sur ces cartes. Donc d'abord, Sagi et Kusanagi ont un effet qui va s'activer soit lorsqu'ils sont invoqués, normalement, spécialement, ou lorsqu'ils sont sacrifiés. Donc, Sagi va nous permettre d'aller chercher une carte magie piège Ogdoadik, et Kusanagi va nous permettre de cibler une carte Mitsurugi dans notre cimetière et de la remonter en main. Donc souvent, on va vouloir jouer Sagi x3 dans une decklist et Kusanagi x1. Voilà pour ces deux monstres, et ils ont également une autre mécanique d'utilisation, c'est tous les deux lorsqu'ils sont sur le terrain, et que un ou plusieurs monstres reptiles vont être détruits, voilà, par combat ou par effet de carte, on peut, elles, les sacrifier à la place pour empêcher nos monstres d'être détruits. Donc intéressant, voilà, petit effet de protection qui est jamais inutile. On va ensuite retrouver nos deux rituels. Donc je vais commencer par Ameno, qui est vraiment le monstre le plus connu forcément du deck. Donc Ameno, on rappelle, c'est une Omni Negate, donc qui peut annuler n'importe quelle carte ou effet de carte, activation de carte, sauf si votre adversaire défausse une carte. Donc en gros, votre adversaire va activer une carte ou un effet, vous dites j'annule ta carte ou ton effet, sauf si tu défausses une autre carte depuis ta main. Très intéressant à faire assez vite sur un board pour protéger de différentes entraps, comme Nibiru par exemple. Et enfin voilà, c'est clairement notre premier dégât, donc le monstre qu'on va tout le temps vouloir sur notre board de fin. Il a deux autres effets. Premier effet, lorsqu'il est invoqué spécialement, il fait Regeki. Donc concrètement, lorsqu'il est invoqué spécialement, on va déclarer son effet pour raser tout le board adverse. Et deuxième effet qu'il a en commun avec Futsu, c'est que lorsqu'il va être sacrifié et envoyé au cimetière, donc enfin sacrifié. Ah tiens, est-ce qu'il est... Ah, il n'est pas obligé d'être envoyé au cimetière, c'est juste quand il est sacrifié. On va tout simplement pouvoir aller chercher une carte magie piège de l'archétype depuis notre deck à notre main et le réinvoquer spécialement. Donc là, Futsu a exactement le même effet lorsqu'il est sacrifié, on peut le réinvoquer depuis le cimetière. Futsu, quant à lui, va avoir un autre effet sur le terrain, ça va être lorsque notre adversaire va invoquer un monstre, enfin un ou plusieurs monstres même en fait, on va pouvoir cibler un monstre reptile de notre cimetière et l'invoquer spécialement. Voilà, donc ça, nos deux monstres rituels, clairement très cool. À savoir que ce qui est chouette aussi, c'est que nos monstres sont des niveaux 8, que donc quasiment tous nos monstres Ogdoadik sont exploitables pour leur invocation rituelle, puisqu'ils sont majoritairement niveau 4, ou même niveau 8. Donc ce qui veut dire que par exemple, on peut envoyer un Curse pour invoquer un Futsu, et que Curse pour se réinvoquer va nous permettre de sacrifier Futsu, et en résolution, du coup, on va pouvoir déclarer Futsu pour se réinvoquer et tuto 1, enfin tuto 1 et s'invoquer. Et nous donner par exemple accès ici à des petits Xyz 8. Ça je verrai ça dans les cartes exploitables à la fin, je vous en présenterai quelques-unes, enfin deux en l'occurrence. Donc voilà, donc nos monstres rituels connus, notre magie de rituel connue également, deux méthodes d'utilisation, soit invoquer rituellement un monstre depuis le deck en envoyant des monstres depuis notre main ou notre terrain au cimetière. Et deuxième effet, pouvoir invoquer rituellement depuis notre main en envoyant des monstres reptiles depuis notre deck au cimetière. Alors, à savoir que la carte peut utiliser ces deux effets pendant le même tour, donc vous pouvez en activer plusieurs pendant le tour, mais pas pour déclarer le même effet. Mais vous pouvez exploiter les deux effets le même tour. Et également, les deux effets ne prennent pas H-Blossom, il n'y a que l'effet qui invoque rituellement depuis le deck en sacrifiant depuis la main ou le terrain qui se prend H-Blossom, puisque ça implique de spé du deck, mais l'autre effet ne se le prend pas. Ensuite, on a nos deux autres cartes, vraiment plutôt cool. On va commencer par Prière. Prière, deux effets. Le premier, c'est d'ajouter un monstre Mitsurugi depuis notre deck à notre main. Et le deuxième, en payant 800 points de vie, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Mitsurugi, soit depuis notre main, soit depuis notre cimetière. Mais il peut pas attaquer directement ce tour-ci. Donc là, la carte est vraiment chouette parce que des monstres reptiles, parce que en fait, la carte permet de sacrifier un reptile à l'activation pour pouvoir activer les deux effets. Sauf que, comme vous pouvez le constater, on des monstres reptiles, on en a plein, dont certains qu'on a plus envie de voir au cimetière qu'en main, donc ça permet de débrick certains gros monstres qu'on peut avoir en main de départ, de les mettre directement au cimetière, c'est plutôt cool. Voilà.
Et notre deuxième carte, c'est Grande Purification Mitsurugi. Donc ça, on va pouvoir sacrifier un monstre reptile de niveau 5 ou plus pour annuler une activation ou un effet de carte adverse. Détruire la carte l'envoyer au cimetière. Puis, elle a un autre effet au cimetière. C'est qu'on va pouvoir la bannir, cibler un reptile dans notre cimetière, l'invoquer spécialement, puis redétruire un reptile en réseau. Donc pareil, vraiment une carte super forte qui permet qui est très forte au grind comme au board final. Donc voilà, Mitsurugi, simple, c'est connu, c'est rapide, et voilà. Donc maintenant, on va voir... Alors, juste avant de voir les différentes petites interactions, on va voir des cartes fortes qui peuvent quand même servir ces deux petits engines. Évidemment, il y a, on ne le présente plus, mais il y a le serpent de l'épée de nuit qui était déjà joué à l'époque dans certaines versions Mitsurugi et Cryzil, qu'on retrouve évidemment dans cette decklist-là, puisqu'il va pouvoir être envoyé au cimetière par des effets. Et on va également retrouver la carte un peu maîtresse du deck, qui est la pluie de serpent, qui va nous permettre, en défaussant une carte, d'envoyer 4 monstres reptiles depuis notre deck au cimetière. Donc, en général, cette carte-là va toujours être un one card combo, puisqu'elle va nous permettre d'envoyer par exemple Nunu, Noya. En général, on va également envoyer Curse. Et alors, pourquoi pas Alerte si vous le jouez, mais ça peut aussi être tout bêtement un effet d'Abyss pour l'avoir déjà au cimetière par exemple. Puisqu'en résolution, on va pouvoir réinvoquer Nunu, qui va pouvoir se faire sacrifier sur Curse pour se réinvoquer. Curse va réinvoquer Noya, qui va nous chercher des cartes magie piège, et du coup, ça va souvent faire full combo. Donc, en général, cette carte-là, on va vouloir la jouer dans le deck, puisque c'est une carte qui nous apporte trop, en fait, tout simplement, et qui va souvent forcer notre adversaire à utiliser sa hache, en fait, tout simplement. Ça, je le somme en main. Le serpent, qui est juste un extender en plus joué dans le deck pour aller sur des X64. Et justement, en tant que X64, on va forcément jouer le roi des lutins sauvages. C'est même tout à fait pertinent de jouer x3 dans un extra deck. Moi personnellement, je joue x2. Parce que j'estime que c'est suffisant, tout simplement. Mais donc voilà, lui qui me donne accès à l'intégralité de notre deck, en fait, hein, très concrètement. Et moi, personnellement, je joue également un Lézardos exténué, puisque grâce à la magie Aube, c'est un deck qui est capable de faire des link climb assez importants quand même, mine de rien. Donc là, les Ardos, c'est très simple, hein. Il nous faut des monstres de noms différents. On fait nos tokens, on fait un Link Spider avec un token, puis avec un token et Link Spider, on fait les Ardos. Et les Ardos peut nous permettre en fait d'aller piocher les cartes en bannissant des reptiles depuis notre cimetière. Donc si on est bloqué, ça peut nous permettre d'aller chercher des extra plays, quoi. Pour le reste des cartes, je vais les présenter après pour présenter un peu les différents moyens d'accès à nos ressources et nos boards finales. Les deux dernières cartes que je vous présentais dans cette vidéo sont des cartes qui exploitent nos niveaux 10 et nos niveaux 8. Donc je vais les sortir juste ici. Hop. Je vais sortir Alerte aussi, même si je ne le joue pas personnellement, on va quand même tous les sortir. Donc voilà, donc évidemment, vous vous en doutez, ce sont des Xyz. Donc pour les niveaux 10, on a Varudras, qui est une très bonne option. Et en niveau 8, on a le numéro 90. A savoir que le numéro 90 est donc une annulation d'effet de monstre en détachant un matériel. Si vous n'avez pas le numéro 90, il existe une très bonne option, une très bonne autre option viable, c'est le numéro 23, Lancelot, qui lui est une annulation de magie piège. Mais la différence vraiment majeure entre les deux cartes, c'est que Galaxy est une aiguette que vous pouvez utiliser quand vous voulez pendant votre tour, alors que Lancelot est obligé d'annuler la première magie ou piège activée par votre adversaire. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, comment on fait, c'est très simple. On va par exemple avoir un Futsu au cimetière, déclarer le Curse pour le sacrifier, l'invoquer, et là déclarer Futsu au cimetière pour aller chercher une magie piège de l'archétype, donc par exemple la piège pour le prochain tour, et le invoquer spécialement sur le terrain. Et là, si on n'a pas besoin de notre Futsu sur le terrain, eh ben on peut très simplement faire une X68 et Galaxy Photon. Ça peut nous permettre, si ça arrive assez tôt dans un combo, de nous prévenir de Nib, par exemple, ou d'une autre entrap quelconque, évidemment. Mais donc voilà, ce sont deux très bonnes options pour les niveaux 8. Et pour les niveaux 10, si vous choisissez de les jouer, en général, moi personnellement, je les joue pour avoir accès à Varudras, qui est une Omni-Negate, tout simplement. Et alors là, comment ça va fonctionner ? On va toujours y avoir accès grâce à la magie Water Lily.
en activant Water Lily pour envoyer Nephilabis ou un autre reptile au cimetière si on a déjà Nephilabis au cimetière, l'envoyer depuis notre deck au cimetière, puis le réinvoquer spécialement sur notre terrain. De là, Nephilabis peut target notre Ogdo Abyss qui était déjà au cimetière, l'invoquer spécialement sur notre terrain, et ici on a notre X610 pour Varudras qui est une très bonne carte de N-board. Elle était déjà jouée dans Yubel avant, on peut la retrouver sur les N-board de Mitsurugi, c'est assez intéressant. À savoir que tout ce que je l'ai déjà précisé en début de vidéo, mais je vais quand même le repréciser ici. Cette vidéo n'est clairement pas exhaustive. Il existe d'autres moyens de jouer Ogdoadik Mitsurugi ou Ogdoadik tout court. Je sais qu'il existe des versions plus Link, avec des Link reptiles qui vont s'afficher à l'écran, qui peuvent aller chercher des pièges et finir sur lui, il me semble. Et il existe aussi des versions encore plus combo, qui peuvent passer par des Colossus et des choses comme ça. Moi, c'est des versions que j'aime moins parce qu'elles sont plus bricky. Là, moi, j'ai vraiment voulu faire une version qui rend la quasi-totalité de mes cartes en main exploitables. C'est pour ça que j'ai limité les briques de niveau 8. Bon, je joue quand même des briques de niveau 10, mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait ses choix, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vraiment pas exhaustif. Jouez le deck de la façon qui vous plaît. Je vais vous mettre le lien dans la description d'une autre vidéo qui présente d'un autre youtubeur qui présente les combos justement Colossus, tout ça. Allez la checker, il est encore plus calé que moi sur les Ogdoadik et il fait vraiment du super bon contenu. À savoir que donc le deck a quand même des grosses faiblesses, il meurt sur Shifter. Il peut avoir du mal sous l'Ancea selon les setups que vous pouvez avoir avec des aubes et tout ça. Et il prend surtout énormément les Beasted qui sont très représentés actuellement dans le jeu. Il peut avoir du mal sur Droll. Enfin, voilà, c'est un deck qui est quand même relativement sensible. Mais moi personnellement j'adore le jouer, je trouve très fun. Il y a plein de plays un peu sympas à connaître. Et plus on joue le deck, plus on se rend compte qu'il y a plein de petits plays cool. Donc voilà. Donc là ici je vais vous montrer un petit setup de comment on pourrait avoir accès à nos Mitsurugi avec seulement un Noya et un autre monstre reptile. Donc on va avoir notre Noya qui va nous permettre d'envoyer Curse directement au cimetière. Et là il faut n'importe quel monstre reptile, donc là j'ai pris Flogos pour lui rendre hommage pour une fois que je l'utilise. Donc Flogos invocation normale, mais ça pourrait être n'importe quel reptile, encore une fois je le répète. Curse qui va se réinvoquer en sacrifiant Flogos, qui en résolution va déclarer son effet target Noya pour aller le réinvoquer spécialement. Noya effet qui va nous permettre d'aller récupérer notre aube Ogdoadik, qu'on va activer en sacrifiant Curse pour invoquer nos 4 petits jetons. Et de là, on va tout simplement pouvoir faire avec un jeton un Link Spider. Avec notre Noya et Link Spider, on va pouvoir faire hop là, un Lézardos. Notre Lézardos qui va pouvoir déclarer son effet pour bannir Curse depuis le cimetière pour que son attaque devienne l'attaque de Curse. Et en résolution, comme on a sacrifié un reptile, on va pouvoir piocher une carte supplémentaire. Avec 2 autres tokens, on va pouvoir faire Sprite de Sprint. Et donc le Sprite de Sprint qui va nous permettre d'envoyer Zombie épidémique au cimetière. La carte qu'on va piocher, on va la remettre au-dessus de notre deck pour invoquer Zombie épidémique, qui est donc un satoniseur de niveau 2, qui va nous donner accès avec notre autre token à Herald. D'ici, on va pouvoir bannir notre Ogdoadik pour aller récupérer notre Curse banni et le remettre en dessous de notre deck. Et d'envoyer un autre monstre reptile depuis notre deck au cimetière. Ici, du coup, on va envoyer le serpent de l'épée de nuit, qui en résolution va pouvoir se réinvoquer. Donc pareil, aube, carte très forte, en combinaison avec le serpent. De là, on peut faire X64, roi des lutins sauvages qui va déclarer son effet en détachant héros, pour aller nous ajouter Ameno. Et en résolution, on aura effet héros qui va nous permettre d'aller chercher rituel. Là, on a déjà sur notre terrain de quoi faire d'autres liens, comme par exemple une Abao ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, on a accès à la magie rituelle qui apparaît aspect Ameno depuis notre main, en envoyant des monstres depuis notre deck au cimetière. Ça, c'est un exemple. Je vous épargne évidemment les combos Mitsurugi parce que c'est pas les plus intéressants, mais en tout cas là, on a vu comment on pouvait avoir accès à du Mitsurugi avec un exemple de carte Ogdoadik en main.
Comme promis, je vous montre également la petite loupe qui fonctionne avec Zoa, du coup, puisque c'est quand même un monstre voilà, qu'il faut un minimum respecter. Donc c'est une line qui va nous donner exactement accès aux mêmes cartes, mais cette fois-ci avec Nunu en main de départ, puisque tout simplement Nunu peut nous permettre d'envoyer Zoa depuis notre deck au cimetière. Zoa, lui, en fait, au cimetière, qu'est-ce qu'il peut faire? On peut défausser une carte pour qu'il se rajoute en main. Donc là, on a Zoa en main. Invocation normale de Zoa. On a un monstre duodique, on peut spé Nunu. Nos deux monstres nous donnent accès à un premier roi des lutins sauvages, dont l'effet est, je le rappelle, une fois par carte, et pas une fois par tour. Enfin, c'est pas un hard once per turn, c'est juste un once per turn. Donc on va donc pouvoir détacher Nunu, pouvoir tuto Noya, et Noya va se discard pour envoyer Curse. Curse va se réinvoquer en sacrifiant notre roi des lutins, va nous permettre de réinvoquer Noya, qui va aller nous chercher notre magie rapide, et vous l'aurez compris, là on arrive exactement sur le même step que le combo précédent. Donc voilà pourquoi je peux considérer Zoa dans certaines decklists, parce que ça permet de rendre Nunu très vivant en main, puisque là on fait exactement la même chose qu'au combo précédent, tout simplement. Voilà. J'espère que cette première vidéo du format Focus vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des decklists que vous avez envie de voir en commentaire. Comme promis, je vous mets aussi en commentaire, en description, un lien vers une decklist que j'aurais faite. Donc c'est une proposition de decklist évidemment. Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Et salut tout le monde!